Ça va rien. Pourquoi je travaille? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Là, normalement, vous devez m'entendre. Oui, on t'entend, Judith. Merci beaucoup. Bonjour Judith. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. Je vous remercie de votre présence. Vous êtes inscrits nombreux, on vous attend. Je vous remercie de vous manifester dans le chat. Très bien. Alors, Judith, si ça ne te dérange pas, voilà, qu'on te voit bien, de décaler un petit peu peut-être le téléphone portable de pas trop proche. Parfait. Et de couper le son et de ne le rallumer que lorsque tu prendras la parole. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'être présent. Maintenant que les petits aléas techniques sont réglés, bienvenue à ce nouveau webinaire. On est le 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et je suis ravie de vous retrouver pour aborder le sujet sous un angle extrêmement pratico-pratique, à savoir qui sont les acteurs de la lutte contre les violences conjugales et comment est-ce qu'ils interagissent ensemble, qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire et quel est le pouvoir d'action des uns et des autres. Alors, pour intervenir aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Maître Alex Buchinger, que vous connaissez, pénaliste, qui exerce aussi largement en droit de la famille. Moi-même, que vous connaissez, mais je me représente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je travaille au cabinet Buchinger. Je travaille sur de nombreux dossiers de droit de la famille et malheureusement beaucoup traitant de violences conjugales et afférent aussi à des questions concomitantes juge des enfants. C'est-à-dire que souvent derrière une procédure auprès du juge des affaires familiales, vous avez deux autres types de procédures qui sont la procédure devant le juge correctionnel, et Maître Alex Buchinger vous en parlera, et la procédure parfois devant le juge des enfants quand il s'agit non pas seulement de violences conjugales, mais aussi de violences intrafamiliales. Alors, on est obligé de fonctionner simplement avec les écouteurs. Donc, je vais passer un de mes écouteurs à Maître Alex Buchinger, qui va aussi qui va se présenter, et après le docteur Trinca. Oui. Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, je suis Jean-Lex Buchinger, avocat au barreau de Paris. Je suis le fondateur avec Maître Isabelle Rubin du cabinet. Et comme cela vient de vous être dit, nous intervenons beaucoup aussi bien en matière pénale qu'en matière familiale, aussi bien dans les juges aux affaires familiales que devant les juges pour enfants. Donc, nous allons traiter de ce douloureux sujet.
et répondre à vos différentes questions. Tu peux garder. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que vous nous entendez toujours aussi bien et que vous nous voyez bien aussi. Je vais rapprocher l'ordinateur pour que voilà, la vidéo soit claire. Voilà. Alors, je laisse le docteur Judith Trincart aussi se présenter. J'ai eu le plaisir et l'honneur de la faire intervenir à l'occasion de deux précédents webinaires. Je vous laisse vous présenter, Judith. Oui, bonjour. Merci Judith de me faire participer à ce webinaire. Donc, je suis le docteur Judith Trincart. Je suis médecin légiste, addictologue et médecin de santé publique. Donc, je travaille depuis quelques mois en partenariat maintenant avec Judith. Je participe à ces webinaires. Je suis également secrétaire générale de l'association Mémoire traumatique et victimologie, qui est présidée par la docteure Muriel Salmona, et membre du conseil d'administration de l'Amicale du Nid, qui est une association qui prend en charge et participe à la réinsertion de personnes en situation de prostitution. Je tiens également une consultation bénévole le samedi matin à l'hôpital de Montreuil pour les personnes en situation de demande d'asile. Merci beaucoup, Judith, pour cette présentation. Alors, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la problématique des violences conjugales, c'est une problématique sociétale. On en parle beaucoup, beaucoup d'actions sont menées. Le Grenelle des violences conjugales est encore très frais, très jeune. Il date d'il y a 2 ans à peine, 2019. Et beaucoup de mesures ont été entreprises, certaines satisfaisantes, d'autres moins satisfaisantes, sur tous les plans, au niveau de la justice, de la police, et aussi concernant d'autres professions, nous avocats, et aussi sur le plan médical. Alors, on ne peut que se féliciter de la multiplication de toutes ces mesures, mais le corollaire de toutes ces annonces, de ces mesures qui ne restent parfois qu'au niveau des annonces, et que souvent les justiciables ont tendance à s'y perdre. Je vous donne un exemple extrêmement prégnant et probant, dirais-je. On dit que les policiers sont beaucoup mieux formés à l'accueil des victimes les policiers et les gendarmes sont beaucoup mieux formés à l'accueil des victimes de violences conjugales. Or, force est de constater que le nombre de plaintes sont encore dans une écrasante majorité classée sans suite, et Maître Alex Buchinger vous expliquera pourquoi, et que l'accueil dans les commissariats et les gendarmeries s'est notablement amélioré, notamment grâce à des réseaux pluridisciplinaires au sein des commissariats de gendarmerie, mais ce n'est pas le cas partout. Le traitement est souvent très disparate, et malheureusement, l'actualité nous rattrape, notamment l'histoire de cette femme chaïnaise qui, à Bordeaux, s'est fait assassiner en pleine rue par son mari, alors qu'elle avait porté plainte à de nombreuses reprises. Maître Buchinger, sans transition, comment est-ce que vous expliquez que, alors que ce problème éminemment sociétal qui touche toutes les couches de population, toutes les professions, qui imbibe aussi la sphère professionnelle, puisqu'il y a un impact direct sur la sphère professionnelle. Quand vous avez un salarié ou un agent qui est victime de violence conjugale, il va se mettre en arrêt maladie, il va avoir honte, il va s'isoler, il ne va pas forcément en parler à ses collègues, à ses supérieurs hiérarchiques, parfois à l'assistant social, mais pas toujours. Et donc, malgré cette couverture médiatique très importante et cette injonction qu'on donne aux victimes, à savoir allez porter plainte, n'hésitez pas à aller porter plainte, comment se fait-il que l'appréhension de cette problématique éminemment sociétale, prégnante, urgente, reste encore insatisfaisante concernant son traitement dans les commissariats ou les gendarmeries? Alors, les commissariats et les gendarmeries traitent ce sujet extrêmement douloureux de façon inégale selon qu'on soit à tel ou tel endroit. Alors, il faut faire la distinction entre les violences conjugales qui donnent lieu à une intervention des services de police et celles qui donnent lieu à une plainte au commissariat.
Il est évident que lorsque police secours intervient à chaud dans un domicile, souvent en soirée et parfois même en pleine nuit, il est évident que l'affaire sera traitée avec beaucoup plus de sérieux que lorsqu'une femme viendra simplement déposer plainte pour des violences physiques, pour des violences psychologiques au commissariat. Il arrive fréquemment que ces femmes qui viennent donc déposer plainte de façon un peu plus légitime soient mal reçues malgré toutes les innovations que l'on connaît et n'aboutissent pas, si vous voulez, au résultat souhaité, à savoir une garde à vue du conjoint, un placement en détention dans les situations les plus graves, et à minima, un placement sous contrôle judiciaire afin d'éviter que l'époux, le compagnon violent s'approche du domicile. Là où effectivement on obtient des résultats, c'est lorsque la personne est appréhendée à son domicile, amenée au commissariat, placée sous le régime de la garde à vue. Là, effectivement, généralement, les choses se passent normalement. Lorsqu'on vient déposer plainte dans une situation qui n'est pas une situation à chaud, là, effectivement, ça laisse bien davantage à désirer. Merci, Maître Buchinger. Alors, je repose ma question parce qu'elle est vraiment très importante. Pourquoi tant de plaintes classées sans suite? En dehors du fait que quand on se retrouve, comme vous l'avez expliqué, dans une enquête, je dirais, dans un état de flagrant, c'est-à-dire donc la personne est prise en flagrant délit sur les lieux même de la commission des actes de violence conjugale, ne peut pas nier les faits. Mais comment se fait-il que malgré tout, il y ait autant de plaintes classées sans suite? Parce qu'il y a un manque crucial de personnel dans les services de police. Les policiers sont très sollicités, les gendarmes également. Ils interviennent dans des enquêtes urgentes et souvent, malheureusement, ils ne sont pas à leur poste, ils sont en extérieur. Et comme il manque du personnel, on a tendance un petit peu à laisser le temps au temps, ce qui fait que bon nombre de plaintes dorment sans que personne n'y prête vraiment attention. Il m'est arrivé dans une situation extrêmement difficile une autre forme de violence que vous rencontrez souvent, qui est l'inceste. Il est arrivé que un père soit soupçonné d'actes incestueux sur sa petite fille de 9 ans. Il avait un droit d'hébergement. La maman dépose plainte à Créteil. Un psychiatre examine l'enfant et considère que l'enfant est parfaitement crédible et ce qu'elle dit ne peut que correspondre à la réalité. Au lieu que l'affaire soit prise à bras-le-corps, comme le père habitait l'Essonne, le dossier a été transféré au parquet d'Évry. Au parquet d'Évry, il a dormi quelques semaines. Je suis intervenu au bout de 1 mois et demi. Je n'étais pas là au début de l'affaire. J'ai dû appeler une 50aine de fois le parquet d'Évry, le parquet des mineurs, qui a fini par transmettre à la gendarmerie d'une petite localité de l'Essonne, que j'ai appelé également de très très nombreuses fois. À chaque fois, on me répondait, on est débordé, on est en enquête pendant 2 jours, on verra la semaine prochaine. Et pendant ce temps, ce monsieur bénéficiait d'un droit d'hébergement. Donc, pour éviter la réitération de cette infraction criminelle, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, la mère n'a pas remis l'enfant au père. La juge aux affaires familiales, en l'absence de placement en garde à vue, en l'absence de décision du juge des libertés et de la détention, a confirmé ce droit d'hébergement que la mère n'a pas respecté. Il aura fallu donc véritablement harceler le parquet et la gendarmerie pour qu'au bout de quelques mois, il soit effectivement mis en garde à vue pendant 2 jours, placé sous contrôle judiciaire, avec des mesures strictes qui ont bien entendu eu tout leur effet sur la décision du juge aux affaires familiales qui est revenu sur le droit d'hébergement qu'elle avait confirmé. C'est vous dire que c'est un combat de tous les jours quand on est confronté à des situations comme celle-là. On est obligé de répéter inlassablement les mails, les appels téléphoniques pour qu'enfin on puisse entendre quelqu'un au bout du fil qui veuille bien donner suite à la plainte qui a été déposée par notre cliente ou même à la plainte que nous-mêmes avons été amenés à déposer.
Alors, autre question, Maître Buchinger, parce que vous avez parlé du parquet. Alors, il faudrait peut-être expliquer à tous nos participants qui est le parquet, qu'est-ce qu'il représente et comment en fait se passe la transmission d'une plainte entre quel est le rôle des policiers dans la transmission de la plainte, comment le procureur est censé la réceptionner et quelles sont les suites à donner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce schéma? Alors, le parquet, c'est le procureur de la République. Alors, le procureur de la République, il a des substituts, donc des adjoints qui sont procureurs et qui interviennent dans bon nombre de domaines. Quand un meurtre est commis, ben, le premier à se rendre sur place, c'est le procureur de la République ou son substitut. Bon. Les procureurs de la République requièrent, devant les tribunaux correctionnels, devant les chambres correctionnelles de la Cour d'appel, on les appelle les avocats généraux. L'avocat général, c'est un procureur. Pareil, devant la cour d'assises. Donc, ils sont là pour intervenir au nom de l'État français, qui représente l'État. Ce sont des magistrats au même titre que les magistrats qui jugent, à la différence que ceux qui jugent sont appelés les magistrats du siège parce qu'ils sont assis, et les procureurs et les substituts sont appelés les magistrats du parquet, trivialement les parquetiers, parce qu'ils sont debout quand ils requièrent et ils sont sur le parquet. Alors, le procureur de la République, c'est lui qui a l'opportunité des poursuites. Quand une plainte est déposée dans un commissariat, soit directement au parquet, c'est lui qui décide s'il y a lieu de poursuivre ou de ne pas poursuivre. S'il décide de ne pas poursuivre, il est censé rendre une ordonnance de classement sans suite. Alors, lorsque une femme va déposer plainte au commissariat, c'est pas le fonctionnaire de police qui va prendre la décision, il va en référer au substitut du procureur de la République. Or, il y a tellement de plaintes de déposées que le temps que le commissariat, l'OPJ, comme on dit, l'officier de police judiciaire ou le gardien de la paix, l'agent de police judiciaire, transfère la plainte au procureur de la République, que le procureur de la République trouve le temps de se pencher sur cette plainte, il peut s'écouler beaucoup de temps et malheureusement, bon nombre de plaintes tombent aux oubliettes. J'ai eu l'occasion de faire un webinaire il y a une quinzaine de jours pour des assistantes sociales d'un groupement qui s'occupe du 93 et elle me disait unanimement que bon nombre d'affaires dans le 93, en Seine-Saint-Denis, ne sont jamais traitées. Aussi bien des affaires portant sur des violences volontaires sur conjoints que des affaires qui touchent aux enfants, notamment des incestes, où aucune suite n'est donnée. J'ai trouvé ça absolument scandaleux. J'ai partagé l'émotion des assistantes sociales. Je leur ai proposé de m'appeler le lendemain pour qu'on intervienne, qu'on communique sur ce dysfonctionnement judiciaire. Je suppose que du fait du secret professionnel, elles n'ont pas voulu effectuer cette démarche, mais je pense qu'il est effectivement scandaleux que de telles infractions, délits, crimes puissent être perpétrés en toute impunité, sans que la police, sans que la justice n'intervienne efficacement. On nous parle du Grenelle, ce sont des grands mots. Effectivement, il y a eu des avancées, mais pas suffisantes. Ce qu'il faudrait, c'est beaucoup plus de personnel, du personnel pluridisciplinaire au sein des commissariats, pour qu'effectivement toutes ces plaintes, sans exception, soient examinées scrupuleusement et que les auteurs de ces faits absolument abominables soient punis comme ils doivent l'être. J'ai vu cette émission de télévision très intéressante hier soir, où bon nombre de femmes sont venues témoigner de façon extrêmement émouvante. Je pense que c'est une émission qui devrait être diffusée partout, qui devrait être transmise aux uns et aux autres, pour que véritablement ceux qui ont la responsabilité, le pouvoir d'agir, prennent toute la mesure de la gravité de la situation. Merci, Maître Alex Buchinger. Alors, je vais tout de suite donner la parole. Je vais tout de suite vous donner la parole, Julie Trincart, parce que donc on parle de la victime qui, si elle en a la force, parce que c'est pas toujours évident du tout, je rappelle tout de même les statistiques qui ont la vie longue, à savoir que contrairement à ce que disent les campagnes
partez, quittez le domicile avec vos enfants sous le bras ou pas, si vous en avez ou pas, mais dès la première violence, dès la première claque, ou dès la première insulte, ça n'existe pas dans la vraie vie. La vraie vie, en tout cas nous, ce qu'on voit au cabinet, c'est que les victimes de violences conjugales partent à la 6e ou 7e violence, et la plupart du temps, lorsque ces violences sont passées du stade de violence conjugale à violence intrafamiliale. C'est-à-dire qu'elles ont eu lieu sous les yeux des enfants, et en général, c'est un électrochoc pour beaucoup de femmes, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles se décident enfin à porter plainte. Donc, juste pour conclure, Maître Buchinger, et je vais donc tout de suite passer la parole au docteur Trinquart pour comprendre quelle est la place du médecin dans ce circuit, je dirais, de la plainte. Donc, la personne vient au commissariat, porte plainte, et donc c'est l'officier de police judiciaire ou le gendarme qui va transmettre au procureur. Et c'est le procureur qui décide, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et donc le procureur, quelles sont les mesures qu'il peut prendre urgentes pour faire cesser ces violences? Alors effectivement, le procureur a des moyens à sa disposition. Si par exemple un conjoint, un mari se retrouve en garde à vue pour des violences volontaires, d'abord la garde à vue, elle peut durer 48 heures, donc on peut la faire durer pour qu'effectivement ça lui mette un peu de plomb dans la cervelle. C'est vrai que la nuit porte conseil, et le fait de se retrouver dans une geôle durant la nuit, ça peut effectivement provoquer une certaine prise de conscience. Donc, ce qui se passe et ce qui devrait se passer dans tous les cas, c'est que la personne mise en garde à vue, si les faits sont avérés, qu'elle puisse systématiquement être déférée au procureur de la République. Et le procureur de la République, il a la possibilité, à l'issue de ce déferment, de saisir le juge des libertés et de la détention qu'on appelle communément le JLD. Et ce juge, c'est lui qui a le pouvoir de placer en détention, de placer sous mandat de dépôt. Donc, lorsque les faits sont graves, et malheureusement trop souvent les faits sont graves, eh bien, le mandat de dépôt devrait être bien plus souvent utilisé. Or, ce qui se passe, c'est que généralement, lorsque les faits ne revêtent pas une gravité extrême comme nous en voyons, je me rappelle d'une cliente récemment qui a été défigurée par son mari, totalement défigurée. Et le mari, bien entendu, a été placé sous mandat de dépôt, mais trop souvent, on use au niveau du juge des libertés et de la détention de ce qu'on appelle le placement sous contrôle judiciaire. Alors, c'est une mesure qui a un grand intérêt aussi, c'est que on interdit à l'auteur des violences d'approcher de l'épouse ou de la compagne
Alors, nous sommes revenus. Je suis désolée. Est-ce que vous nous entendez bien là? Judith, vous nous entendez? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, j'entends. D'accord, ok, parfait. Bon, bah, excusez-nous. Alors là, vraiment, c'est la faute à pas de chance aujourd'hui. Voilà. Bon, alors attendez. Alors, on reprend tranquillement. Voilà, on va se mettre comme ça. Et tac. Voilà, alors excusez-nous. Voilà, excusez-nous pour ce petit problème technique. Voilà. Oui, effectivement, Voilà, on était un petit peu tributaire de ça. on est désolé. Donc, je vais reprendre ce que je disais. Donc, le juge des libertés et de la détention, ça fonctionne? C'est bon, Voilà. c'est parfait. Voilà. Le juge des libertés et de la détention, lorsque les faits ne revêtent pas une gravité trop importante, place le gardé à vue à la suite de son déferment sous le régime du contrôle judiciaire. Et donc, il lui fait interdiction d'approcher du domicile de l'épouse ou de la compagne. Mais là, on va voir que ça pose un problème. Sous peine de révocation du contrôle judiciaire, et lorsque le contrôle judiciaire est révoqué, eh bien, à partir de ce moment-là, incarcéré, d'être placé sous mandat de dépôt. Je vous raconte rapidement une petite anecdote que nous avons vécue au cabinet. Un mari s'était montré violent avec son épouse, ils avaient des relations un petit peu chaotiques, et ils avaient un enfant handicapé. Et malheureusement, ce monsieur qui avait été placé sous contrôle judiciaire ne pouvait plus s'occuper de son enfant du fait qu'il n'avait pas le droit d'approcher du domicile. Donc, les époux se sont rapprochés pour pouvoir s'occuper l'un et l'autre de cet enfant lourdement handicapé. Mais une fille aînée a eu un problème avec la justice et a malencontreusement indiqué lors d'une audience qui n'avait rien à voir avec les faits de violence du père sur sa mère que le papa était revenu au domicile. Résultat, eh bien, le parquet qui connaissait l'affaire de violence conjugale l'a fait interpeller à son domicile, l'a placé en garde à vue et il a été menacé d'être placé en détention parce qu'il avait violé le contrôle judiciaire. On a expliqué que ça s'est fait en totale concertation avec la maman de l'enfant, mais malgré ça, ça a été très difficile, il a fallu se battre pour lui éviter d'aller en prison. C'est-à-dire que c'est du sérieux, le contrôle judiciaire, lorsqu'on viole une telle mesure, malheureusement, les conséquences peuvent être très graves pour la personne qui a été placée sous contrôle judiciaire. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que le procureur de la République peut prendre d'autres mesures, des mesures de soins, une obligation de pointer au commissariat. Mais le revers de la médaille, c'est que si vous tombez sur quelqu'un de pathologiquement violent, eh bien à partir du moment où sa pathologie va au-delà des précautions minimales pour ne pas aller en prison, eh bien il aura tout loisir de s'en prendre à l'épouse ou à la compagne, comme on l'a vu dans certaines affaires récentes. C'est vous dire que le contrôle judiciaire, c'est sérieux, c'est efficace, mais que le placement sous mandat de dépôt, c'est une garantie supplémentaire pour éviter la récidive. Alors, après cet exposé très clair de la procédure pénale en matière de violence conjugale, on a parlé de différents acteurs. J'aimerais, parce que j'ai juste le chat qui s'est effacé sur mon téléphone, est-ce que vous pourriez vous manifester dans le chat pour nous dire que vous nous entendez toujours bien, vous nous voyez bien? Et j'ai vu que quelqu'un avait posté un témoignage très poignant. Et écoutez, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Judith Trincart, vous êtes, merci beaucoup, merci de vous manifester. Alors donc on a parlé des policiers, des gendarmes, on a parlé du procureur de la République,
On a parlé de l'auteur des violences conjugales, des peines qu'il encourait. Et je rajoute à ce que disait Maître Alex Buchanger, savoir que souvent, à l'issue d'une garde à vue, si une femme n'a pas voulu porter plainte et s'il n'a pas assez d'éléments dans le dossier, en tout cas pas assez étayés, eh bien souvent l'auteur des violences conjugales va s'en sortir avec un simple rappel à la loi et va revenir au domicile. D'où cette grande difficulté de porter plainte. Et malheureusement, les plaintes aboutissent souvent dans des cas particulièrement graves, à savoir que la gravité, elle est à tous les niveaux, hein, qu'il n'y a pas de moins ou de plus grave, mais on va dire dans des cas de violence physique très, très, très caractérisés. Alors, parmi tout ce panel d'intervenants dans la lutte contre les violences conjugales, il y en a un qui est éminemment important, c'est le médecin. Notamment lorsqu'après une plainte, une victime il y a une réquisition auprès des UMJ, des unités médico-judiciaires, et la victime doit être expertisée. Alors, docteur Trincart, j'aimerais que vous nous donniez un éclairage très net sur le rôle de ces fameux médecins aux UMJ. Est-ce que, en tout cas, en miroir inversé du descriptif que vient de faire Maître Buchanger, à savoir qu'il y a souvent beaucoup de longueur, les procédures n'aboutissent pas toujours faute de preuves, faute d'éléments, est-ce que le médecin, lui, a le pouvoir d'accélérer les procédures ou de mettre en lumière des violences qui n'auraient pas été assez nettes, notamment les violences psychologiques auprès des gendarmes ou des policiers? Alors malheureusement, Judith, le médecin n'a pas du tout le pouvoir d'accélérer les procédures. Ça, c'est pas en notre pouvoir. Par contre, on a la possibilité, effectivement, en se manifestant auprès des officiers de police judiciaire ou auprès du procureur, de mettre l'accent sur les situations qui nous paraissent urgentes, graves ou particulièrement dramatiques. C'est-à-dire que nous, on est amené à faire les certificats médico-judiciaires, mais quand on a en notre intime conviction le sentiment ou la persuasion que une femme court un réel danger immédiat, alors bien sûr, pour nous, toutes les violences conjugales sont importantes, elles nécessitent toutes un intérêt particulier. Et ce dont parlait Maître Buchinger en disant que les dossiers du 93 étaient pas traités, c'est inadmissible, mais on connaît exactement la même chose sur le 95, puisque moi j'ai travaillé 12 ans sur le 95 et on savait très bien qu'il y avait des procédures qui n'allaient pas être traitées, faute de temps, faute d'argent, faute de moyens humains. Et c'est malgré les avancées encore le cas aujourd'hui, et c'est insupportable. Mais quand on voyait une femme dont on se disait que dans les 2 jours qui suivaient, elle risquait d'être assassinée par son mari, et qu'on n'avait pas convaincu cette femme de quitter le domicile conjugal, on appelait immédiatement l'officier de police judiciaire en charge du dossier. Et si ça suffisait pas, on appelait le procureur pour signaler le dossier et pour dire qu'il fallait immédiatement traiter le dossier, mettre en place un téléphone grand danger, faire quitter le mari du domicile, placer la femme en protection, etc. Parce que sinon, elle risquait de faire la une des journaux le lendemain ou dans les jours qui suivaient. Voilà. Et donc, on ne manquait jamais de faire les signalements. Mettre les violences en lumière, bien sûr, c'est notre rôle. Alors, il faut savoir que les unités médico-judiciaires ne fonctionnent effectivement que sur réquisition. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait impérativement un dépôt de plainte auprès d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie ou que le procureur nous ait fait une réquisition. Donc, on ne fonctionne pas à partir d'une simple demande de la victime, ça n'est pas possible. Comme disait Maître Buchinger, une fois que le dépôt de plainte a été fait ou que la victime nous a été présentée, par exemple, parce que ce sont les voisins qui ont appelé la police et que la police nous a présenté la victime n'a plus de pouvoir sur la procédure, c'est le procureur qui décide. Donc, même si la victime est encore sous emprise de l'agresseur
et qu'elle nous dit je ne souhaite plus porter plainte ou je veux retirer mon dépôt de plainte, cette décision-là ne lui appartient pas et c'est le procureur qui va décider de l'issue de la procédure et qui décidera d'un classement ou non de poursuivre la procédure. Et ce n'est plus la plaignante qui va décider de l'issue de la procédure. Alors, Docteur Trincart, excusez-moi de vous couper, juste un point de droit médical important. On parle dans toutes ces procédures de la notion d'ITT. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage là-dessus? Parce que souvent, en fonction du nombre de jours d'ITT qu'aura fixé le médecin des UMJ, eh bien, le procureur déduira la gravité, on va dire, du dossier. Alors, effectivement, l'ITT, c'est l'incapacité totale de travail. C'est très mal nommé parce que ça n'a aucun rapport avec le travail. C'est l'évaluation de la gêne fonctionnelle, du retentissement fonctionnel causé par les lésions et les blessures. On a fixé un seuil limite à 8 jours. En dessous de 8 jours, c'est une contravention et ça ressort du tribunal de police. Au-dessus de 8 jours, c'est un délit et ça ressort du tribunal correctionnel. Les viols sont directement du ressort de la cour d'assises. Et pour les accidents de la voie publique, ça ressort, c'est au-delà de, c'est supérieur à 3 mois et ça, c'est d'un autre ressort. Une ITT égale à 8 jours n'existe pas. C'est soit inférieur à 8 jours, soit supérieur à 8 jours. Donc l'ITT n'est jamais égal à 8 jours, c'est en dessous ou au-dessus. Et donc, effectivement, ça n'a rien à voir avec un arrêt de travail. Les gens confondent souvent avec un arrêt de travail. L'incapacité totale de travail, on peut en donner même aux bébés ou aux personnes âgées, donc ça n'a rien à voir avec l'arrêt de travail. C'est deux choses complètement différentes et ça permet d'évaluer le retentissement fonctionnel des blessures de la personne, donc dans la vie courante, la vie de tous les jours. Donc, c'est-à-dire la gêne pour s'habiller, la gêne pour faire la cuisine, la gêne pour aller faire les courses, la gêne pour se déplacer, la gêne de tous les jours, en fait. Donc, le retentissement psychologique, comment vous l'évaluez, ça? Ce qu'on appelle souvent le syndrome de stress post-traumatique. Ouais. Alors, le retentissement psychologique, le médecin légiste peut déjà déterminer le retentissement sur le plan psychologique dans son certificat, avec une petite partie psychologique en disant que la personne a des, comment dire, des gènes sur le plan psychologique, qu'elle est affectée, que sur le plan de l'humeur, etc. Mais si si le retentissement est important, à ce moment-là, le médecin légiste recommande dans son certificat une évaluation psychologique faite par le psychologue de l'unité médico-judiciaire. Et là, cette évaluation va durer 2 à 3 heures. Et le psychologue décrira exactement le retentissement psychologique présenté par la victime et le niveau de crédibilité présenté par celle-ci. Alors, dans les violences conjugales, ce qui est fait généralement, c'est lorsque la victime est mère de famille, on procède également à l'évaluation psychologique des enfants. C'est voilà. Quasiment c'est systématique, ça, maintenant? C'est rentré. Oui, maintenant, c'est devenu systématique et ça peut déboucher également sur l'évaluation psychologique du conjoint violent, ce qui permet de faire un tableau psychologique précis de la famille et de déterminer le rôle exact de chacun dans les violences conjugales, notamment quand les deux conjoints se renvoient la balle et que chacun accuse l'autre de violence réciproque. À ce moment-là, l'évaluation psychologique de tout le monde permet d'établir un peu les différentes responsabilités. Merci beaucoup, docteur Trincart. Juste sur ce point-là, juste le regard de l'avocat. Comment les avocats appréhendent cette notion d'ITT dans le cadre des procédures? Alors, cette notion d'incapacité temporaire, totale de travail, pardon, ITT, c'est incapacité totale de travail,
elle est extrêmement importante. Comme l'a dit le docteur Trancard, en dessous de 8 jours, ben, les violences volontaires relèvent du tribunal de police, donc c'est très peu important. Et au-delà de 8 jours, ça relève du tribunal correctionnel. C'est vous dire l'importance du certificat établi par des médecins légistes assermentés tels que le docteur Trincard. Alors, il y a une nuance sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que il y a eu une innovation qui va dans le sens des femmes ou des hommes victimes de violences conjugales, parce qu'il arrive également rarement, mais ça arrive qu'on ait à défendre des hommes victimes de violences conjugales. Il y a une innovation intéressante, c'est que la règle, comme l'a dit le docteur Trinca, en dessous de 8 jours, tribunal de police, une contravention, au-delà de 8 jours, c'est un délit, donc beaucoup plus sévèrement puni. C'est dire que si le médecin légiste décide que ce soit 7 jours ou 9 jours, ça va changer du tout au tout. Mais là où ça ne changera pas, fondamentalement, c'est dans les violences conjugales. Pourquoi? Parce que le législateur a modifié la loi et lorsqu'il s'agit de violences sur une épouse, une compagne ou réciproquement, eh bien, peu importe le nombre de jours d'ITT, c'est toujours considéré désormais comme un délit et c'est toujours passible du tribunal correctionnel. Donc ça, c'est un point qui me paraît très important, c'est une avancée non négligeable, c'est que une femme victime de violences conjugales par le passé, bah, l'affaire naît dans le tribunal de police et ça avait vraiment peu d'importance, alors que les violences avaient pu avoir de lourdes répercussions et ça ouvrait la porte à la récidive. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible, même si l'ITT n'est que d'un jour, eh bien, le mari violent, le conjoint violent est renvoyé systématiquement devant le tribunal correctionnel. Une question pour vous deux, Maître Buchinger, docteur Trinca. Est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes? Carole, vous nous posez toutes des questions très intéressantes, donc je veux prendre 5 minutes pour que tout le monde réponde à vos questions. Est-ce que le fait d'être enceinte, est-ce que vous êtes systématiquement pris en charge, Judith Trincard, par les UMJ avec un niveau d'importance ou un degré de gravité particulier? Est-ce que la circonstance de grossesse compte beaucoup dans l'appréhension des violences par le médecin? Oui, alors effectivement, il y a des circonstances aggravantes, notamment la grossesse, le handicap et la pathologie chronique. Alors, il faut que il faut que ces facteurs soient visibles ou connus de l'auteur. C'est-à-dire que par exemple, si on a affaire à une grossesse de 1 mois pardon, qui n'est pas visible et qui n'est pas connu de l'auteur, ce facteur ne sera pas reconnu comme circonstance aggravante. De même, si la personne présente un handicap ou une pathologie chronique qui n'est pas visible, c'est un handicap qui n'est pas visible et qui n'est pas connu de l'auteur, on ne pourra pas les retenir comme circonstance aggravante. Donc, il faut que la victime présente ces circonstances de manière visible et ou qu'elles soient connues de l'auteur. Donc ça, il faut le mentionner dans le certificat médico-judiciaire. Nous, on mentionne simplement ces faits-là et c'est le procureur qui décidera que ce sont des circonstances aggravantes. Voilà. Donc nous, on les prend en compte et on les mentionne dans le certificat. C'est à nous d'en faire état et donc c'est bien sûr à nous de les rechercher chez la victime et d'en faire état dans le certificat. Et donc, bien sûr, de les exploiter, de les explorer. On se renseigne toujours chez la femme jeune en état de procréer, si bien sûr elle est en état de grossesse. Et chez toutes les victimes, on se renseigne pour savoir si elles ont des handicaps connus, des handicaps visibles, des pathologies chroniques, etc., qui pourraient servir de facteurs aggravants. C'est à nous de nous renseigner, de nous les faire connaître et de pouvoir les mettre en valeur dans le certificat médico-judiciaire. Par ailleurs, je vais vous dire pour compléter ce qui a été dit précédemment que quand la victime ne souhaite pas que que pour les victimes qui ne souhaitent pas faire de dépôt de plainte,
alors, je vois qu'il y a une question, le passage à l'UMJ est-il obligatoire? Oui, j'allais vous la poser. C'est très, très important, ça. Est-ce que sans passage à l'UMJ, il n'y a pas de procédure? Voilà. Non, enfin, sans procédure, il ne peut pas y avoir de passage à l'UMJ, mais il peut y avoir des procédures sans passage à l'UMJ, mais elles seront moins bien étayées. Alors, C'est le ça. passage à l'UMJ n'est pas obligatoire. Normalement, il est systématiquement proposé en cas de violence conjugale à la gendarmerie ou au commissariat de police, mais parfois il y a des fonctionnaires qui oublient ou qui ne le proposent pas. Et c'est pas bien du tout, c'est inadmissible. Donc, si on est une victime de violence conjugale, qu'on fait un dépôt de plainte et qu'on ne vous propose pas le passage à l'unité médico-judiciaire, il faut le réclamer. Donc, si vous êtes un professionnel qui accompagne une victime lors d'un dépôt de plainte, il faut réclamer le passage à l'unité médico-judiciaire. Ce n'est pas normal qu'on ne vous propose pas le passage à l'UMJ. Si ça n'est pas fait ou si le fonctionnaire refuse de vous faire une réquisition pour un passage à l'UMJ, à ce moment-là, il faut directement s'adresser au la République pour que le procureur prenne en main l'affaire et qu'il vous fasse une réquisition pour pouvoir avoir un passage à l'unité médico-judiciaire. Si vous accompagnez des personnes qui ne veulent pas se lancer dans des procédures judiciaires parce qu'elles ne veulent pas faire de ne veulent pas de numéro conjoint, etc. Ce qui peut être fait, c'est la personne peut quand même être examinée par son médecin traitant ou par un médecin généraliste ou aux urgences et la personne peut comme ça documenter un dossier médical qui attestera des lésions subies, elle peut faire des radios, elle peut voilà. Comme ça, elle pourra documenter un dossier médical qui, le jour où elle sera prête à porter plainte, pourra servir au médecin légiste à produire un certificat médico-judiciaire qui sera détaillé avec tous les éléments médicaux antérieurs et qui servira à faire un certificat médico-judiciaire beaucoup plus détaillé et productif où on aura une antériorité de tout ce qui s'est passé avant. Parce que pour la loi, le seul certificat qui compte, c'est le certificat médico-judiciaire, mais au moins le médecin légiste aura de la matière pour montrer que cette personne a été victime tout au long de sa vie de violences conjugales et ce sera beaucoup plus productif. Merci beaucoup, docteur Trincart. Autre question importante, le quid du médecin du travail? Parce que nous, on reçoit beaucoup de personnes au cabinet qui, souvent, le lendemain des violences, vont pas se mettre en arrêt maladie systématiquement. Elles vont arriver au travail, amochées ou pas forcément amochées, mais souvent dans un état de choc et de sidération, vont parfois se confier à des collègues ou à des supérieurs hiérarchiques qui vont leur dire un peu systématiquement, va voir l'assistant social ou va voir le médecin du travail. Est-ce que le médecin du travail a un rôle à jouer, je dirais, dans la détection ou même dans l'appréhension des violences conjugales, ou c'est hors sphère professionnelle, donc on n'en parle pas? Il n'est pas habilité pour. Alors, le médecin du travail a tout à fait. Alors, je lui dis qu'on ne t'entend pas bien. Hein. Je crois qu'il y a un problème de son, on t'entend très peu. Vous m'entendez peu? Là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Non, c'est toujours pas. C'est toujours pas très bien. Non. Alors, attendez. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Non. Toujours pas? Non. C'est bizarre. Est-ce que là, c'est mieux? Non. Alors là, c'est vraiment bizarre parce que le micro est allumé. Alors, je vais essayer de me déplacer. Est-ce que là, vous m'entendez un petit peu mieux? Non, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On t'entend, mais vraiment pas fort. Ouais. Ah, bah apparemment, tout le monde t'entend bien. Bon, alors, c'est moi. Oui, alors, le médecin du travail, oui, bien sûr, il a tout à fait un rôle à jouer en tant que médecin relais et en... Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Écoute, là, apparemment, tout le monde t'entend bien. Il n'y a que moi qui t'entends pas bien. Ah d'accord, très bien. Alors très bien. Alors écoutez, alors on continue comme ça. Donc je vais parler un petit peu plus fort. Oui, donc le rôle du médecin du travail. Bien t'entendre. Oui, le médecin du travail, il a tout à fait un rôle à jouer. C'est un médecin relais. C'est une ouverture de plus sur la facette médicale pour les personnes victimes de violences. C'est aussi un médecin qui peut faire des signalements quand il sent que la personne est en grand danger. Ce qui est limité pour les médecins, c'est que du travail, ils ne peuvent pas faire d'arrêt de travail. Et a priori, ils ne peuvent pas faire de prescription médicale.
Donc, leur champ d'action est un peu plus limité que pour le médecin classique. Mais si nécessaire, ils peuvent réorienter sur d'autres médecins. Ils peuvent réorienter sur les urgences. Donc, c'est un maillon de plus pour la chaîne médicale. Ils peuvent faire des certificats descriptifs de lésions qui peuvent être utilisés pour les dossiers médicaux des victimes. Donc, le médecin du travail a tout à fait son rôle à jouer et c'est un maillon supplémentaire. D'accord. Bah, merci beaucoup. Une question a été posée, maître Alex Buchinger. Est-ce qu'à l'occasion d'une dispute, d'une grave violence, on peut mettre son téléphone en marche pour filmer ou enregistrer? Est-ce que ça vaut preuve? Alors, vous m'entendez là? Oui. A priori, c'est bon. Oui. En matière civile, ça ne constitue absolument pas une preuve, un enregistrement ou une vidéo. On ne peut pas, dans un procès civil, dans un divorce, vouloir produire, dans le cadre de la communication de pièces, une vidéo ou un enregistrement. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'en matière pénale, ça constitue une preuve à part entière. Donc, on peut parfaitement déclencher son smartphone lorsqu'on est victime de violences, que ce soit des violences conjugales ou du harcèlement au travail ou autre, et lorsqu'on ira déposer plainte, eh bien, cet enregistrement, cette vidéo, constituera une preuve à part entière, ce qui est extrêmement intéressant, car généralement, ce genre de situation se passe en circuit fermé, en vase clos, il n'y a pas de témoin, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, et un tel enregistrement, une telle vidéo peut tout à fait faire la différence. Il est facile aujourd'hui de déclencher discrètement un smartphone pour enregistrer une scène de violence et elle pourra être reproduite, écoutée devant le tribunal correctionnel après qu'elle l'ait été au commissariat. Est-ce que c'est une preuve incontestable, maître Alex Buchinger, de produire? Est-ce que c'est la reine des preuves ou est-ce que le certificat médical des UMJ est dans la hiérarchie des preuves et au top? Alors, je dirais que la reine des preuves, c'est bien connu, c'est l'aveu. Effectivement, quand l'auteur des faits reconnaît, c'est la reine des preuves. Maintenant, la vidéo ou l'enregistrement, c'est une preuve extrêmement solide. Je ne vois pas comment on pourrait, de façon crédible, venir contester un tel enregistrement, une telle vidéo devant le tribunal. Donc, je considère que c'est la preuve la plus efficace parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de témoins dans la plupart des cas. Et le seul moyen de prouver la véracité de ces dires lorsqu'on est victime, c'est effectivement de pouvoir produire un tel enregistrement ou une telle vidéo. Merci beaucoup, maître Alex Buchinger. Alors maintenant, on arrive quasiment à la fin de ce webinaire. Je m'excuse encore pour les problèmes techniques, mais malgré ces aléas, je pense que nous avons transmis beaucoup d'éclairages très importants pour votre pratique d'assistants sociaux. J'aimerais terminer par les violences intrafamiliales, parce que quand on parle de violence conjugale, on parle de plus en plus de violences intrafamiliales, et les enfants ne sont pas seulement des témoins directs des violences conjugales, ils en sont eux-mêmes des victimes. Docteur Trincart, j'aimerais avoir votre regard là-dessus. Alors, on vous voit pas encore, on voit plus votre visage. Et aujourd'hui, il semble que la vision des psychologues, des psychiatres a beaucoup changé et qui affirme que les enfants sont des victimes directes des violences conjugales et qu'il faut appréhender le phénomène des violences conjugales en y intégrant les enfants qui auraient assisté à ces scènes-là. Je pense que j'ai un problème avec mon portable, Judith, parce que je t'entends quasiment plus. Alors, j'ai entendu la question, je vais y répondre, mais après, je crois que mon portable va lâcher. Oui, les enfants sont des victimes directes, effectivement. La violence, ce que j'explique toujours, parce que j'interviens aussi sur des stages de sensibilisation auprès d'auteurs de violences conjugales, la violence, c'est une maladie contagieuse et transmissible, exactement comme les virus ou les bactéries, malheureusement. Et donc, quand on est témoin, qu'on assiste de manière répétée, régulière et réitérée de façon chronique à de la violence, on finit par être contaminé par cette violence.
chez les adultes, notamment les professionnels qui interviennent auprès de personnes victimes de violences, ça va donner ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, traumatisme par procuration. Hein, on finit par être imbibé par la violence. Et chez les enfants, qui sont par rapport aux adultes des éponges, hein, ils reçoivent tout, les enfants, ils perçoivent tout de façon très aiguë. Eh bien, quand ils vont être exposés à cette violence, ça va finir par les contaminer. Et malheureusement, ça va transmettre cette violence. Et en fonction du sexe de l'enfant, eh bien, ils vont avoir tendance à reproduire, soit en devenant eux-mêmes victimes de cette violence, soit en devenant auteurs de cette violence, agresseurs. Et donc, la violence est genrée, malheureusement. Et donc, les filles, les sujets de sexe féminin vont avoir tendance à devenir plus victimes et les garçons à avoir tendance à devenir plutôt agresseurs. Hein. On a 50 à 60% des hommes auteurs de violences conjugales qui ont eux-mêmes été victimes de violences intrafamiliales. Voilà. Et à peu près les mêmes chiffres concernant les femmes victimes de violences conjugales. Donc, malheureusement, effectivement, les enfants sont des victimes directes. Alors, heureusement, il y a des enfants qui ont été victimes de violences intrafamiliales, qui seront résilients, qui s'en sortiront très bien et qui ne deviendront pas des victimes ou des auteurs. Mais malheureusement, quand on a été victime de violences intrafamiliales, il y a quand même un gros risque de reproduire cette violence à l'âge adulte. Et donc, comme on dit, un parent violent, que ce soit le père ou la mère, n'est pas un bon parent. Et les enfants sont des victimes collatérales. Et donc, il faut tout faire pour les protéger et pour les prendre en charge le plus précocement possible et les protéger de cette violence et prendre en charge également les parents, victimes ou auteurs, pour que cette chaîne de transmission de la violence se casse et ne se reproduise pas. Merci beaucoup, docteur Trinquart. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je vous libère si j'imagine, voilà, vous avez de nombreuses occupations. Merci beaucoup toujours pour ces éclairages d'une extrême pertinence. Il y a un point très important qui a été posé dans le chat, Maître Alex Buchinger, sur la problématique de l'autorité parentale. Alors, je rappelle ce que vient de dire le docteur Trinquart et j'insiste, je vous le surligne et stabiloté en jaune. Aujourd'hui, les tribunaux sont très clairs sur ce point-là. Un conjoint violent ne peut pas être un bon parent. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été intégré. Malheureusement, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Pour autant, il y a un grand problème sur la notion de l'autorité parentale. Aujourd'hui, la première des choses, la première action que nous demandent souvent des gens qui ont été proactifs dans la plainte, qui voient la procédure concernant les violences conjugales aboutir à certaines mesures, contrôle judiciaire ou autres, sont toujours très étonnés en disant « mais je comprends pas, monsieur ou madame reste toujours titulaire de l'autorité parentale ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette question de rester titulaire de l'autorité parentale, de Maître Alex Buchinger, et quels sont les risques de voir un auteur de violences conjugales demeurer titulaire de l'autorité parentale? Alors, c'est bien simple. Les parents ont l'autorité parentale sur leurs enfants. Donc, le père, la mère ont exactement les mêmes droits et les mêmes obligations. Mais lorsqu'on est confronté à une situation telle que les violences conjugales, pour pouvoir exercer cette autorité parentale en commun, il faut qu'il y ait un minimum de dialogue. On doit prendre des décisions en commun, le choix de l'école, le choix d'un hôpital lorsque malheureusement il y a une urgence, les convictions religieuses, enfin je vous donne quelques exemples parmi d'autres, il faut pouvoir décider ensemble. Or, comment décider ensemble avec un père qui n'a plus le droit de rentrer en contact avec vous? C'est pas possible. Donc, il ne perdra pas l'exercice de l'autorité parentale de facto. Il faudra que la mère, devant le juge aux affaires familiales, sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Et là, elle sera seule
à pouvoir prendre toutes les décisions concernant les enfants. Mais il y a une décision encore plus lourde que celle-là pour l'auteur de violence, c'est la déchéance de l'autorité parentale. Si effectivement l'enfant est impacté, comme on l'a vu, par le comportement d'un père violent, et si ce père violent est également violent vis-à-vis des enfants, on peut arriver jusqu'à la déchéance de l'autorité parentale, et à ce moment-là, le père n'aura plus aucune prise sur ses enfants, c'est comme s'il n'existait plus. Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger. J'insiste sur un point très, très important. C'est que souvent, quand les personnes victimes de violences conjugales ont la chance de voir leur procédure avancer, aboutir, soit qu'elles bénéficient d'une ordonnance de protection. Alors là, dans ce cas-là, c'est le juge aux affaires familiales qui a une sorte de double casquette, juge aux affaires familiales et juge pénal, et peut en urgence, alors l'urgence est toute relative, hein, le délai pour l'ordonnance de protection, c'est 3 semaines à 1 mois au plus rapide aujourd'hui en France, donc peut voir son conjoint être éloigné, donc soit par une mesure fixée par une ordonnance de protection, soit via un contrôle judiciaire, mais quoi qu'il en soit, cette procédure ne peut être décorrélée d'une procédure auprès du juge aux affaires familiales. C'est-à-dire que quand bien même on a un conjoint qui s'est éloigné, qui a été éloigné par la justice, pardon, eh bien, ce n'est pas pour autant que toutes les mesures concernant les enfants ont été fixées, même pas du tout. Donc, il va falloir saisir concomitamment ou juste après avoir reçu le jugement de condamnation de l'auteur des violences conjugales, saisir le juge aux affaires familiales, fort de cette décision, pour voir fixer les droits de l'enfant. Donc, attention aux personnes que vous recevez. Quand les victimes de violences conjugales ont la chance d'avoir des mesures des mesures à leur bénéfice, il ne faut pas se contenter de cela. Il faut tout de suite introduire, quand il y a des enfants, des demandes auprès du juge aux affaires familiales, soit une requête JAF en la forme des référés ou en référé lorsqu'il s'agit de couples de concubins ou de pacsés, soit lorsqu'il s'agit d'un couple marié, faire une assignation en divorce à bref délai pour avoir tout ce qui concerne les droits et devoirs des parents sur les enfants fixés. Donc ça, c'est très, très important. Il ne faut absolument pas oublier cette étape-là. Dernière question, Maître Alex Buchinger. Catherine nous demande que se passe-t-il lorsque c'est un tiers qui fait le signalement auprès du procureur de la République? Est-ce que ça a quand même du poids? Est-ce que ça a autant de poids que si c'était une victime directe? Est-ce que même un signalement est possible concernant les violences conjugales? Imaginons un cas de figure où une assistante sociale reçoit une femme qui est particulièrement dévastée par le contexte, soit sur le plan physique ou psychologique, par le contexte de violence qu'elle vit à la maison. Cette femme-là ne veut pas porter plainte. Est-ce que l'assistante sociale, à défaut de porter plainte, puisqu'elle ne peut pas le faire, puisqu'elle n'est pas la victime directe, peut faire un signalement auprès du procureur de la République? Et si oui, quel poids cela a-t-il? C'est ce qu'on appelle les informations préoccupantes. Donc, tout intervenant, médecin, assistant social et autres, sont relevés du secret professionnel et peuvent faire une information préoccupante. Alors, ça devrait avoir de l'effet dans tous les cas, bon, mais force est de constater que, comme pour les plaintes déposées par les victimes elles-mêmes, il y a beaucoup de ratés, si je peux employer cette expression, mais c'est vrai que c'est efficace lorsqu'effectivement, de l'autre côté, on entend et on écoute les personnes qui interviennent. Ça me paraît très important que, aussi bien que cela existe pour les enfants victimes de maltraitance, les conjoints et les épouses victimes de violences conjugales, qu'ils puissent bénéficier du même traitement. C'est le cas, mais peut-être pas suffisamment de façon systématique. Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger. Dernière question, et on va clôturer ainsi ce webinaire. Je ne manquerai pas de vous envoyer à tous un lien WeTransfer avec une documentation très précise, très exhaustive, ainsi que parce que quelques-uns des parties m'ont demandé un bon de consultation juridique gratuite pour le cabinet. N'hésitez pas à le transmettre aux personnes que vous rencontrez ou à prendre un rendez-vous en ligne sur le site internet, en visio, au cabinet ou par téléphone, sur ces questions éminemment importantes, parce qu'il faut vraiment bien connaître la procédure, bien savoir se diriger
Et c'est vrai que l'avocat est un acteur éminemment important, souvent incontournable dans ce type de procédure où il faut absolument être accompagné. Il y a une dame, alors je ne vois plus parce que le chat s'est réinitialisé, mais une dame qui a fait un témoignage extrêmement poignant sur sa situation. Elle dit que donc elle a porté plainte, garde à vue, mais a priori son conjoint est sorti de garde à vue avec un simple rappel à la loi. Elle n'a pas eu de logement d'urgence dans un foyer. Qu'est-ce que ce genre de personnes, donc des victimes, peuvent faire quand ils voient que malgré la plainte, il y a soit un classement sans suite, soit simplement un rappel à la loi, qu'ils doivent continuer de cohabiter avec leur agresseur? Quelle solution qu'on peut préconiser, sachant que obtenir un logement, même via les assistants sociaux qui sont très dévoués, c'est parfois très long, compliqué. Est-ce qu'il y a des voies parallèles, Maître Alex Buchinger? C'est extrêmement difficile, c'est la relativité de la décision rendue. Alors, effectivement, le rappel à la loi, c'est une décision. Hein. On comparait devant un délégué du procureur, qui est souvent un ancien gendarme ou un ancien policier à la retraite. Si effectivement l'individu reconnaît les faits, eh bien, il signe un procès-verbal et ça sert de préalable au cas où il y aurait récidive. Là, il comparaîtrait devant un tribunal correctionnel, mais malheureusement, souvent, c'est reculer pour mieux sauter. Si effectivement, une personne qui bénéficie d'un simple rappel à la loi récidive, la responsabilité morale, elle incombe au substitut du procureur de la République qui a pris les mesures qui s'imposaient, à savoir le placement sous contrôle judiciaire, le renvoi devant le juge des libertés de la détention pour qu'effectivement la mesure paraisse beaucoup plus drastique, beaucoup plus efficace. Alors, il n'y a rien à faire, malheureusement, c'est une décision. Elle a été rendue et on ne peut pas revenir dessus. On ne peut même pas interjeter appel de cette décision. Donc, c'est injuste, mais c'est des situations qu'on rencontre malheureusement assez souvent. Le conseil pratico-pratique que je donnerais, c'est que effectivement, lorsque l'auteur des victimes des violences conjugales n'a écopé, comme on dit dans notre jargon, que d'un simple rappel à la loi et qu'il y a un problème de logement, le logement, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. Quand une personne arrive à s'exfiltrer de son foyer, parce que, vous voyez, encore une fois, là, je pointe le fossé entre les campagnes de lutte contre les violences faites aux femmes et qui ont toutes leurs raisons d'être et la réalité. Je pense que vous partagerez mon point de vue. Aujourd'hui, moi, je connais aucune femme, j'ai rencontré aucune cliente ou des clients, bon, c'est plus relatif parce qu'il s'agit d'hommes victimes de violences conjugales qui sont prêts à prendre leurs enfants sous le bras et à partir à partir dans un foyer. J'en connais très très peu. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Voilà, c'est bon. Donc, malheureusement, donc ça, c'est une véritable difficulté qu'il faut pouvoir parer. Et en général, les assistants sociaux peuvent permettre, au niveau, je pense, du centre, au niveau du comité d'action sociale, aider les personnes victimes de violences conjugales à trouver un logement de la manière la plus rapide qui soit. Mais si ça n'est pas le cas, moi, le conseil de base que je donne, c'est qu'il faut partir. Parce que malheureusement, aujourd'hui, en France, ce n'est pas l'auteur des violences conjugales qui est exfiltré du domicile, sauf, comme l'a dit Maître Alex Buchinger, contrôle judiciaire ou ordonnance de protection. Mais quand on n'a pas pu bénéficier de ce type de mesures, eh bien, il faut partir du logement et tout de suite enclencher une procédure auprès du juge aux affaires familiales pour ne pas être entre guillemets coupable d'abandon de famille. Alors, à savoir que cette notion d'abandon de famille, ça fait peur, abandon du foyer, abandon de domicile conjugal. C'est une notion qui fait souvent très peur aux femmes en disant j'ai peur de quitter le logement, sinon mon mari ou mon conjoint va dire tu as quitté le domicile sans droit et tu as pris les enfants sous le bras. Eh ben, il faut savoir que il faut pas attendre de subir encore plus de violence ou même de se faire tuer et comme le dit le docteur Trinquart, de faire partie des faits divers. Il faut partir avec ses enfants sous le bras, chez des amis, chez de la famille, essayer de trouver un logement en urgence, mais concomitamment aller déposer plainte ou une main courante au commissariat, aller
aller demander à son médecin traitant, au médecin du travail, ou demander à aller aux UMJ pour bénéficier d'un certificat médical et mettre en place à minima une procédure auprès du juge aux affaires familiales pour demander à ce qu'en urgence, tout ce qui concerne les enfants soit fixé. Donc, vous voyez, vous avez 3 types de procédures qui s'offrent à vous. Vous avez la procédure correctionnelle, bien sûr, qui est le dépôt de plainte avec toute la transmission de la plainte auprès du procureur de la République, avec dans la boucle le médecin des unités médico-judiciaires, et avec le résultat de soit un simple rappel à la loi, soit malheureusement classé sans suite, soit mis sous contrôle judiciaire, ou dans le pire des cas, mandat de dépôt, c'est-à-dire la personne est incarcérée immédiatement. À côté de cela, il faut engager une procédure devant le juge aux affaires familiales très rapidement pour que les droits et devoirs de chaque parent soient fixés concernant les enfants, et demander autant que faire se peut, parce que malheureusement c'est souvent dans des cas très très graves quand vous avez des papas incarcérés que l'autorité parentale et que la déchéance de l'autorité parentale est actée. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, même dans des cas de violence, eh bien, les 2 parents restent toujours titulaires de l'autorité parentale, ce qui est une sorte de scandale, mais c'est un peu la politique en France, que malheureusement a beaucoup, qui a été beaucoup ciblée, notamment à l'occasion de la journée des droits de l'enfant le 20 novembre dernier, par un de ses porte-parole, un ancien enfant placé. Et je pense que vous avez dû voir aussi le téléfilm qui raconte son histoire, Liès Loufoque, qui dit que malheureusement, au profit du principe de préserver les liens entre les parents et les enfants, eh bien, même des enfants placés, eh bien, sont tributaires de leurs parents biologiques, en ce sens que souvent ces parents biologiques restent titulaires d'autorité parentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir décadenasser autant que faire se peut, être accompagné par un bon avocat qui demandera, dont l'action sera de demander la déchéance ou le retrait de l'autorité parentale. J'insiste sur un dernier point. Et je vous invite à m'envoyer toutes vos questions si vous le souhaitez. Mon adresse mail, vous la connaissez, judith@buchinger-urbain.com. De toute façon, vous l'aurez quand je vous enverrai la documentation. C'est qu'un des effets néfastes du déclenchement d'une plainte, d'une procédure, d'une enquête correctionnelle concernant des violences conjugales, c'est que si la mère n'est pas en état de s'occuper de ses enfants, eh bien, c'est parfois la double peine. À savoir qu'une mère qui ira porter plainte pour violence conjugale peut concomitamment se voir retirer ses enfants et ses enfants placés en foyer. Et c'est là toute la difficulté. C'est que il faut à la fois être très solide quand on est une femme victime de violence conjugale, un homme aussi bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut arriver avec beaucoup de pièces, beaucoup d'éléments pour démontrer de la véracité, de la réalité des violences conjugales, et en même temps se faire accompagner sur toutes les fragilités qu'on subit, éminemment évidentes et objectivables sur le plan physique ou psychologique, et être fort pour ses enfants. Parce que si on est dans un état tel qu'on ne peut plus s'occuper de ses enfants, eh ben, il y a forte chance à parier qu'en plus de la procédure correctionnelle, en plus de la procédure devant le juge des affaires familiales, vous aurez une procédure devant le juge des enfants, et les enfants seront placés un temps dans un foyer ou dans des familles d'accueil. Et vous savez pertinemment, vous, assistants sociaux, comment ça se passe. Un enfant placé, il n'est pas placé pour 1 mois, pour 2 mois. Il est souvent placé pour une période minimale de 6 mois ou de 1 an. Et en ce sens, c'est très injuste parce que c'est véritablement une double peine pour ces mères. Donc, vous, assistants sociaux qui accompagnez des victimes de violences conjugales, alertez-les sur ce risque tout de même que leurs enfants soient placés et qu'en amont, elles prennent le temps de sécuriser un espace où leurs enfants pourraient être reçus, hébergés, soit chez des amis, soit chez de la famille, l'idéal étant les grands-parents, parfois les oncles et les tantes, mais en tout cas, éviter au maximum le placement, parce que ça, c'est une réalité très, très douloureuse pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il est déjà 15h20. Je vous remercie pour votre écoute. Malgré les aléas techniques, on a tenté de vous transmettre le maximum d'informations sur l'existence, ça veut dire qui sont
les acteurs principaux de la lutte contre les violences conjugales. Je n'ai pas parlé des associations, mais les associations ont aussi toute leur place, bien évidemment, mais à savoir que la différence entre une association, par exemple, et un avocat, c'est qu'une association ne va pas pouvoir agir concrètement au niveau judiciaire ou au niveau policier. Ça n'est qu'un avocat qui pourra véritablement accompagner une victime de violence conjugale. Et comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, on ne parle pas simplement de violence conjugale, aussi de violence intrafamiliale. C'est-à-dire que l'avocat a pour vocation d'accompagner à la fois la victime de violence conjugale et aussi de ses enfants. Virginie, vous nous demandez le coût de l'accompagnement par un avocat peut être un frein. Oui, malheureusement, vous avez tout à fait raison. Alors, nous, au cabinet, la plupart des assistants sociaux qui participent à ces webinaires connaissent notre politique, ou je dirais même d'une certaine manière notre éthique, très modestement. Nous, on s'adapte systématiquement aux revenus de la personne. À savoir que lorsqu'il y a urgence, on ne demande pas à la personne de payer, de donner une provision déjà de 1 000 € ou 2 000 €. On demande des très faibles provisions, on est obligé de le demander, 50 €, même parfois 100 €. On dit à la personne qu'il nous payera plus tard ou lorsqu'une pension alimentaire sera fixée. En tout cas, on s'arrange. On demande parfois aussi la collaboration de l'assistance sociale qui peut obtenir une aide au niveau de l'accompagnement des frais d'avocat. Mais en tout cas, nous, au cabinet, on n'écarte aucun dossier, on prend tous les dossiers qui viennent, même quand les gens n'ont pas les moyens. Alors après, vous me direz, il y a un autre voie, c'est l'aide juridictionnelle, mais l'aide juridictionnelle, elle est aussi, elle n'est pas très incitatrice parce que malheureusement, imaginez une personne qui est victime de violence conjugale, qui trouve déjà la force d'aller au commissariat, de porter plainte, de réunir les pièces administratives, financières, les preuves médicales, etc. En plus, on lui demande de constituer un dossier pour se voir désigner un avocat auprès de l'aide juridictionnelle. C'est souvent très compliqué à faire. Ça prend parfois un peu de temps. Parfois, les gens sont juste au-dessus des barèmes de l'aide juridictionnelle. Donc, en tout cas, sachez, nous, au cabinet, si les personnes ont l'AJ, tant mieux. S'ils n'ont pas l'AJ, c'est pas grave. On prend quand même le dossier et on essaye de fractionner les versements. Voilà. Donc, on fait vraiment en fonction comme on dit dans notre jargon d'avocat, en fonction de la fortune du client. Et normalement, un bon avocat doit agir en ce sens. Mais en tout cas, dites bien aux personnes que vous rencontrez qu'elles n'hésitent pas à demander d'emblée à l'avocat combien elles vont leur devoir. Nous, on récupère malheureusement trop de clients au cabinet certains avocats qui ne sont pas spécialistes, qui ne sont ni familialistes, ni pénalistes, à qui on a demandé des provisions de 1 000, 2 000, 3 000, parfois 4 000 € et qui n'ont pas mené leur dossier à bien. Donc, toujours s'informer quand vous orientez des personnes, quand ces personnes vont voir un avocat, de 2 choses. Un, est-ce que l'avocat est compétent? Est-ce qu'il a une compétence, une bonne réputation sur ce type de dossier? La diligence de l'avocat, parce que vous avez, comme vous, nous, on est malheureusement parfois débordés par les urgences, et vous avez des avocats qui ne vont pas prendre la mesure, comme certains policiers ou gendarmes, de l'urgence et de l'importance de la gravité de ce type de dossier. Donc, il faut avoir des avocats compétents, des avocats diligents, et je dirais, 3e point extrêmement important, des avocats transparents. Les honoraires doivent être établis en toute transparence. Et il y a un biais qui, par exemple, peut être extrêmement difficile, c'est quand les avocats ne facturent pas de manière forfaitaire, c'est-à-dire ne disent pas à la personne, voilà, ça va vous coûter 1 000, 2 000, 3 000 €, que sais-je, ou vous allez pouvoir payer en plusieurs fois, et quand les avocats facturent de l'heure. Et quand un avocat facture de l'heure, ça peut aller très, très, très vite. Et moi, j'ai vu des gens avec des revenus très modestes voir arriver des factures de 5 000, 6 000, parfois 10 000, 15 000. J'ai même vu une dame qui est enseignante en maternelle, qui gagne 1 500 € par mois, voir une facture de 18 000 € de son avocat. Donc ça, c'est très, très important. La compétence, la diligence et la transparence quant aux honoraires. Il est 15h25, on déborde toujours un peu. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais vous envoyer la documentation. Si vous ne l'avez pas reçue, je vais vous l'envoyer d'ici demain. Si vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail parce que c'est très important que vous ayez suffisamment de matière pour orienter au mieux les personnes que vous rencontrez. Et je me permettrai de vous envoyer aussi, de manière tout à fait modeste, parce que je ne suis pas à votre place, mais une sorte de feuille de route d'un entretien
que vous pourriez mener les questions indispensables à poser aux personnes que vous rencontrez dans votre bureau d'assistance sociale, particulièrement du fait que, comme je vous l'ai dit, et j'insiste sur ce chiffrage-là et j'en aurai terminé, que quand une personne pousse la porte du bureau de l'assistance sociale, c'est qu'en général, c'est un vrai cas de violence conjugale. C'est-à-dire que la personne, en général, ne trouve le courage d'aller voir l'assistance sociale qu'à la 6e ou 7e violence, quand la violence est vraiment inscrite dans sa vie, quand il y a des systèmes d'emprise physique ou psychologique. Donc, il faut toujours prendre en charge ces situations avec le plus d'urgence possible, sachant que, comme l'a dit Catherine, vous ne pouvez pas porter plainte pour la personne et qu'il faut essayer, ce sera véritablement mon mot de la fin, rendre la victime de violence conjugale, même si j'aime pas trop ce terme, acteur de sa procédure, c'est-à-dire qu'elle s'empare de ce sujet-là, lui dire, écoutez madame, comment faites, vous savez, moi j'aime bien la logique des petits pas. Comme le petit poussé, on va mettre des petits cailloux. Il faut absolument d'abord essayer de trouver un logement, réunir les pièces financières, les pièces patrimoniales concernant les enfants, aller voir son médecin et petit à petit construire un dossier qui permettra le jour où la personne se sentira en état d'affronter son agresseur, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et son agresseur s'appelant son mari ou son concubin, eh bien, elle aura la force de le faire parce que elle aura été accompagnée par son assistant social pour constituer le dossier, sachant que dans notre corpus juridique et judiciaire, eh bien, il faut des preuves et encore des preuves. Et la raison de l'entièreté des classements sans suite, c'est qu'il n'y a pas assez de pièces, pas assez d'éléments. Donc, si vous, assistant social, vous pouvez participer à la constitution d'un dossier, c'est déjà quelque chose d'énorme que vous aurez fait et vous pouvez le faire avec beaucoup de patience, beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, mais en un mois, sans presser la personne à porter plainte, rien qu'en ayant constitué le dossier, ça va lui donner la force de se ressaisir et d'entamer une procédure pénale ou sur le plan familial. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Et je rajoute un petit point, c'est qu'avec le docteur Trincard, nous sommes intervenus au ministère des Armées. Avant vous, j'ai terminé un webinaire auprès d'Air France aussi sur cette thématique des violences conjugales. Je sais que le webinaire, c'est un format très, très court. Donc, j'interviens de plus en plus dans les structures privées ou publiques. Si vous avez besoin, si vous avez envie, si vous pensez qu'une sensibilisation est importante, pas seulement au sein du service social, mais pour les autres services, n'hésitez pas. Je le fais de plus en plus. Je vous souhaite une excellente après-midi et n'hésitez pas à aller sur la page des webinaires du cabinet d'avocats pour vous inscrire au prochain webinaire éminemment intéressant, dont un qui a été décalé au mardi 7 décembre sur la connaissance et la reconnaissance du métier d'assistant social. À très bientôt. Au revoir.